Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans ce journal. Le gouvernement princier vient d'organiser sa conférence de presse mensuelle. Nous irons du côté des terrasses de Fontvieille pour la visite de l'édition Monacophile 2013. Jean-Christophe Maillot était l'invité du Monaco Press Club. Le célèbre chorégraphe est revenu sur ses 20 ans à la tête des Ballets de Monte-Carlo. Le rugbyman Christian Evensen a été élu meilleur sportif assez mixte de l'année. Nous reviendrons sur cette remise des prix. Et enfin, nous vous présenterons le travail artistique d'un jeune artiste, JP Raka Van Briss. Nous débutons ce journal, comme je vous l'ai dit dans les titres, par la conférence de presse mensuelle du gouvernement. De nombreux points ont été abordés. Tour d'horizon des grands dossiers d'actualité, dont le télétravail, le futur tunnel descendant et plus généralement la situation économique de la principauté en cette fin d'année. Reportage de Patricia Navarro. C'est par des données chiffrées et positives que le ministre d'État a choisi de débuter la traditionnelle conférence de presse mensuelle du gouvernement. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient en effet de rendre public le rapport du PIB pour l'année 2012. Un produit intérieur brut qui s'est élevé à 4,48 milliards d'euros, enregistrant ainsi une croissance de 0,9% en volume. Et dans un contexte mondial morose, les performances économiques de la principauté prennent donc un relief remarquable, comme a tenu à le rappeler Michel Roger. Ces chiffres, encourageants, illustrent parfaitement la situation économique actuelle qui, en cette fin d'année, laisse la place à l'optimisme. Le PIB 2012 est en légère croissance et le ministre l'a souligné, c'est aussi en grande partie du fait de la croissance des emplois. Et s'il y a plus d'emplois en principauté, ça veut dire qu'il y a plus d'entreprises créées et donc plus de valeur ajoutée sous une forme ou une autre. Et ce que le budget 2013 capture aujourd'hui, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire les recettes dont il bénéficie, ces recettes proviennent avant tout de la TVA, donc la consommation des personnes privées essentiellement, mais aussi une TVA qui peut être générée par l'activité économique des entreprises, et puis aussi, deuxième pilier, l'impôt sur les bénéfices. Et si vous mettez bout à bout les chiffres dont nous disposons à fin novembre, tout nous laisse en effet penser que nous devrions terminer l'année avec un léger excédent. Enfin, nous serons à l'équilibre, voire comme à fin 2012, avec un léger excédent budgétaire. Autre motif de satisfaction pour le gouvernement, l'annonce le 14 novembre dernier lors de la visite à Monaco de François Hollande d'un accord avec la France dans le domaine du télétravail. Stéphane Valéry a détaillé le calendrier qui allait conduire à la finalisation d'une loi encadrant cette nouvelle forme de travail. À terme, entre 7 000 et 10 000 emplois pourraient être créés ou transformés après plusieurs années de mise en œuvre de ce dispositif. Sur les grands chantiers actuellement en cours, Marie-Pierre Gramaglia a présenté le projet ambitieux de rénovation de la rue commerçante Princesse Caroline, dont les travaux s'échelonneront jusqu'à la fin juin 2014, ainsi que le tunnel descendant, dont la vocation sera de relier l'entrée de la principauté à Cap-d'Aille pour en faire un axe direct vers le quartier de Fontvieille. C'est un tunnel effectivement qui va permettre d'alléger la circulation sur toute l'avenue du Jardin Exotique, l'avenue Prince-Pierre et de permettre aux habitants de ce quartier d'être beaucoup plus tranquilles, moins de bruit, moins d'émissions de CO2. Et une décision très importante que le gouvernement a prise l'année dernière, c'est de permettre, grâce à une modification des travaux qui avaient été envisagés, par l'intermédiaire d'un encorbellement qui sera fait à l'entrée du tunnel côté Jardin Exotique, de permettre une mise en sens inverse du tunnel assez facilement, sans entraver, sans couper la circulation. Donc on pourra, si on le souhaite, le mettre soit en sens montant, soit en sens descendant, bien sûr pas en même temps. Et ainsi, s'il y a des problèmes de circulation ou si Fontvieille est saturé ou si le tunnel sortant Régnier 3, lui, est bouché pour une raison, un accident ou n'importe, d'inverser le sens du tunnel et de mettre le sens de ce tunnel en sens montant pour évacuer la principauté. La livraison du tunnel descendant est attendue pour le second semestre 2016. Au chapitre international, la conférence de presse du gouvernement a également permis de revenir sur l'annonce par l'OCDE de la bonne notation de Monaco en matière de transparence fiscale ou la présidence assumée par la principauté du Forum pour la coopération et la sécurité de l'OSCE jusqu'en décembre 2014. Enfin, information pratique mais qui intéressera
intéressera les habitants de Monaco. À partir du 1er janvier sera mis en place en semaine de 20h à minuit un système de garde institutionnalisé de la part des médecins généralistes, ce qui répond à une forte demande de la population. On passe à un tout autre sujet avec l'édition Monacophile 2013. Cet événement philatélique international a ouvert ses portes sur les terrasses de Fontvieille et rassemble plusieurs collections dont certains timbres sont particulièrement rares. Voyez ce reportage d'Élodie Messager. C'est le rendez-vous des philatélistes et collectionneurs du monde entier. Le salon Monacophile a été inauguré ce jeudi en présence du souverain et du ministre d'État. Au programme, une exposition collective consacrée à la littérature philatélique, aux auteurs, publicistes et éditeurs de la première heure. La philatélie suédoise est également mise à l'honneur avec de nombreuses pièces prêtées par le Musée national suédois. Autre temps fort de cette 9e édition, la présentation d'une centaine de timbres et documents philatéliques parmi les plus rares au monde. Il y a un timbre assez rare qui est représenté au Top Car Collection, qui est en fait un timbre qui a changé plusieurs fois de propriétaire et qui est un timbre suédois qui aujourd'hui est retourné à propriété d'un collectionneur suédois qui en est très fier et qui va donc le présenter à cette exposition. Nous avons dans la salle des timbres rares des pièces très particulières. Il y aura notamment une lettre signée par Lucien Ier. Et il y a très peu de documents qui sont signés de ce prince. En parallèle, un salon professionnel réunit les plus grands noms de la philatélie mondiale, des administrations postales, des négociants réputés et fait la part belle aux artistes qui ont élaboré les émissions de timbres monégasques au cours des dernières années. Dès l'ouverture des portes, la toute dernière édition dévoilée lors de ce salon est prise d'assaut par les visiteurs. On vend 2 encarts, dont un avec des pièces au nu de 2 € et le timbre qui représente également la pièce au nu, donc ça a beaucoup de succès comme vous pouvez le voir. Nos timbres sont beaucoup demandés, on a 20 000 abonnés à peu près, donc à chaque fois qu'on émet des timbres, notamment là on en émet 3 pour ce salon, les gens viennent pour les acheter le premier jour avec l'enveloppe également qui va avec. Donc ça, on a beaucoup de clients et d'abonnés dans le monde entier qui viennent nous acheter nos timbres. C'est du Monaco. Et Monaco forcément c'est prestigieux, c'est rare, c'est recherché et ça a quand même une certaine valeur. L'encart il est tiré que à 2500 exemplaires, donc ce qui est quand même très peu. Quand on sait qu'en France on est 50 000 collectionneurs et en Allemagne 250 000, 2500 encarts c'est vraiment très peu. Et les philatélistes sont nombreux à chercher des pièces rares, uniques dans des collections parfois plus anciennes. Certains semblent d'ailleurs avoir trouvé leur bonheur. Je cherche tout ce qui est particulier, les timbres qui présentent des défauts, les variétés, parce que je trouve que, je pense surtout que c'est des timbres qui présentent un certain attrait et qui continueront à conserver une certaine valeur. Véritable lieu de rencontre de la philatélie internationale, ce salon attire des exposants du monde entier venus faire la promotion de leur collection. Cet expert négociant habitué des salons ne manque aucun rendez-vous philatélique à Monaco. Ça a un double intérêt pour nous. D'abord, c'est très proche de l'Italie et on a une bonne clientèle en Italie. Et ensuite, quand on est parisien comme nous, on a beaucoup de nos clients qui, à la retraite, viennent sur la Côte d'Azur. Donc le fait que Monaco organise quelque chose, ça fait venir tous ces collectionneurs qui sont sur le sud de la France, on va dire de Perpignan, ou comme monsieur, là, un peu plus loin, d'Albi, du sud de la France, qui viennent jusqu'à Monaco pour rencontrer des marchands, des vendeurs, etc. etc. Monaco sera jusqu'au 7 décembre la capitale mondiale de la philatélie. Des collections et timbres d'exception à découvrir sur les sites du musée de l'automobile, du musée des timbres et de la monnaie et à l'espace Léo Ferry. Au chapitre culture, ce jeudi était organisé le traditionnel petit déjeuner du Monaco Press Club. Jean-Christophe Maillot a répondu aux questions des journalistes. Ce célèbre chorégraphe est surtout revenu sur ses 20 ans à la tête des ballets de Monte-Carlo. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy. Comment avez-vous rencontré son Altesse Royale, la princesse de Hanovre? D'où est née cette belle amitié? Comment avez-vous trouvé les ballets de Monte-Carlo à votre arrivée? Jean-Christophe Maillot s'est prêté volontiers au jeu des questions-réponses lors du petit déjeuner organisé par le Monaco Press Club. L'invité d'honneur est surtout revenu sur ses 20 ans à la tête des ballets de Monte-Carlo et c'est avec philosophie qu'il repense à toutes ces belles années écoulées. On est vraiment dans un conte de fées. Et de l'autre côté, une équipe formidable depuis 20 ans avec qui on travaille, avec une générosité dans des conditions évidemment
uniques qui sont celles de la principauté, mais avec un merveilleux parcours d'amitié avec tous les gens avec qui on a construit tout ça et avec l'envie de continuer, bien sûr. À l'occasion de cet anniversaire particulier, Jean-Christophe Maillot a créé un spectacle hors norme pour les fêtes de fin d'année. Casse-Noisette sera de retour en principauté après 13 ans d'absence et de sollicitations intenses de la part du public. Mais que l'on ne s'y trompe pas, c'est un ballet entièrement revu qui retrace l'ensemble de la carrière du célèbre chorégraphe. Je m'offre un cadeau en l'offrant aux autres d'une certaine manière. Je sais que Casse-Noisette est quelque chose qui avait beaucoup marqué les esprits. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser vers l'avant, donc je me suis senti le devoir d'en faire un nouveau, mais avec des petits clins d'œil, et puis surtout avec l'idée vraiment de faire un spectacle de fête, de faire quelque chose qui donne aussi la possibilité au public d'avoir beaucoup de plaisir, de moins penser à moi chorégraphiquement en le faisant et de plus penser au public, ce qui a priori n'est pas forcément une démarche des plus justes en tant que chorégraphe, mais ça m'importe de pouvoir le faire avec cette relation toute particulière qu'on a créée à l'époque avec le Casse-Noisette Circus et le public monégasque. Casse-Noisette Compagnie est à découvrir du 26 décembre au 5 janvier prochain au Grimaldi Forum. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce Monaco Press Club. Technologie, à présent, nous vous en avons déjà parlé sur notre antenne. Le monégasque Gildo Palanca Pastor est actuellement à Paris au Salon de la Moto jusqu'au 8 décembre pour présenter sa nouvelle moto, la Wattman, de sa nouvelle marque, Voxan. Ce bolide avec ses 200 chevaux est la moto électrique la plus rapide du monde. On écoute Gildo Palanca Pastor. D'esprit très attentif parce que j'ai vu beaucoup de journalistes qui sont venus voir cette nouveauté, cette première au Salon de Paris. Depuis plusieurs mois, on travaille sur ce véhicule en se posant beaucoup de questions. Comment va-t-il être accepté par la presse et par la suite par le public? Ce que je ressens, c'est que le produit est un vrai produit moto, c'est une vraie moto. Effectivement, elle est électrique, effectivement, c'est exceptionnel. Mais là encore, les derniers journalistes à qui j'ai parlé me disaient mais vous vous rendez compte, les performances. Donc en fait, les performances parlent. Et j'espère vraiment que lorsqu'elle sera essayée, elle crée le trouble dans l'esprit des passionnés de moto qui puissent se l'approprier. Le travail fait par notre designer Sacha Laki est mis en œuvre par l'ensemble de notre équipe, je crois, parle de lui-même. C'est un produit exceptionnel, beaucoup d'innovation dans l'ensemble des composants de ce produit. C'est une grande fierté. Je crois qu'on tient quelque chose d'exceptionnel. J'ai réalisé un certain nombre d'interviews avec des correspondants américains à l'instant. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ce produit. À nous de le transformer en aventure d'abord artisanale, puis industrielle pour la marque Voxan dans un deuxième temps. En tout cas, ce sont des défis multiples, une expérience du passé avec Venturi dont va bénéficier Voxan. C'est un très gros travail qui va continuer pendant de nombreuses années, mais c'est un travail passionnant. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Le monde de la moto a découvert un Voxan finalement lui aussi très puissant, une marque puissante. Beaucoup de détermination, une présence remarquée. Voilà, les industriels aussi de la moto sont venus nous saluer. Voilà, je crois que Voxan repart encore beaucoup plus fort qu'avant et avec une envergure internationale, ce qui n'a jamais été le cas de la marque malheureusement jusqu'à présent. On passe au sport avec la remise des prix de l'ASM. Cette remise s'est déroulée ce mercredi à l'auditorium Régnier 3 et a notamment récompensé le sportif de l'année, alors quel est le nom du successeur de la taekwondoïste Thalys Beltrame, lauréate l'an passé? Réponse avec Émilie Rousseau. C'est le rendez-vous annuel des sportifs de l'AS Monaco. Tennis de table, volley-ball, athlétisme, danse sportive, haltérophilie, basket ou encore le karaté. Les 19 disciplines que compose l'ASM ont été récompensées ce mercredi à l'occasion de la remise des prix de l'association sportive. Près de 450 sportifs se sont succédés sur la scène de l'auditorium Régnier 3 pour recevoir les différentes distinctions telles que le diplôme du mérite, le challenge des sports collectifs, le trophée d'or, d'argent ou de bronze. Il faut quand même reconnaître ces jeunes, d'abord avec les diplômes du mérite, qui ne sont pas des jeunes qui ont obtenu des résultats, je dirais, médiatisables, si je peux dire ça. Donc on les reconnaît, ils sont contents, ça permet de reconnaître des jeunes qui véritablement toute l'année font
une assiduité et aussi une très bonne conduite. Et puis après, bien entendu, il y a tous les résultats que vous avez pu avoir et qui sont non seulement des résultats au niveau supérieur français, mais parfois au niveau européen, ce qui est quand même assez remarquable pour un petit pays comme le nôtre. Et parmi les autres prix remis pour cette saison 2012-2013, le prix du sportif de l'année, et c'est le rugbyman Christian Evensen qui a été distingué. Il est champion d'Europe de rugby à 7 amateur et meilleur marqueur de l'ASM. C'est la première fois que le rugby est récompensé par un prix du sportif de l'année. Déjà, je suis surpris de l'avoir gagné. Je ne m'y attendais pas vraiment du tout, mais je pense que ça représente déjà l'équipe de Monaco, parce que sans eux, bien sûr, je ne serais pas là, quoi. Où est-ce que vous allez le mettre, ce trophée ? Je ne sais pas, comme il pèse pas mal, il faudrait trouver quelque part de solide, mais quelque part où je peux le montrer un peu, parce que je suis fier du trophée. Ce trophée est l'occasion de mettre en lumière le rugby à 7, qui est désormais une discipline olympique. A noter que le président de la section basket s'est vu remettre la plus haute distinction de l'ASM. Arnaud Justy a reçu l'insigne de vermeil pour son implication constante au sein du club. La Galerie 11 Columbia accueille un jeune artiste prometteur pour sa première exposition dans le cadre de la Monaco Project for the Arts. JP Raka Vambris présente Nyctophilia jusqu'à vendredi. Reportage de Vanessa Dessy. Entre questionnements liés à l'identité et relations hommes-femmes, Nyctophilia est une exposition qui représente le garde-fou des désirs de l'artiste. C'est avec retenue, parfois avec violence, qu'il souligne certains traits du genre humain et qu'il illustre la dureté de l'existence. Des portraits miniatures parsèment le mur de la galerie de manière très scénographique. Au travers d'une date, ces visages brouillent véritablement les frontières entre connaissance et reconnaissance. Une série de dessins parmi des iconographies et des souvenirs personnels symbolisent l'inconscient sous forme de journal intime. Et enfin, les sculptures qui peuplent le reste de l'espace font apprécier aux visiteurs cet univers hallucinatoire, rempli d'une vision imaginaire propre à l'artiste. En fait, il y a tout ce qui est de l'ordre du portrait, tout ce qui est de l'ordre des dessins. Ce sont des choses qui sont nourries entre la mémoire collective et la mémoire personnelle. Il y a des souvenirs dans les dessins qui sont de l'ordre de mes souvenirs propres, qui sont mélangés à des images qui viennent de la mémoire collective, des images de masse qu'on peut retrouver sur Internet ou ailleurs. Tandis que tout ce qui est de l'ordre du portrait, des petits cadres, c'est plus une réflexion sur l'identité, notamment avec la forme du petit cadre bourgeois que l'on peut avoir dans son intérieur. Et j'ai aussi joué donc, par rapport à la scénographie avec justement les boiseries qu'il y a dans la galerie, le mobilier, le fait qu'il y ait une cheminée, donc pour justement que ça fasse un espèce d'univers où on peut identifier en tout cas une espèce d'habitat. Ce jeune artiste développe un travail mêlant plastique, peinture et céramique. Les supports de toutes ses œuvres d'art sont issus de la récupération. Une partie du charme du travail de JP, c'est surtout une technique qui diffère selon le leitmotiv de sa production. Chaque projet, par exemple le céramique, c'est surtout la série des petites sculptures Fata Morgana, c'est plutôt quelque chose de très instinctif et qui se monte très vite, tandis que les crépuscules Molotov, avec une fumée qui s'en dégage, c'est beaucoup plus quelque chose dans un travail que j'ai réfléchi beaucoup plus en amont avant de le mettre en pied. Ce jeune diplômé de l'École supérieure d'art plastique de Monaco s'envolera très prochainement pour Paris, là où il souhaite démarrer sa future carrière d'artiste. Le reste de l'actualité, en bref, l'association des Alsaciens de Monaco a organisé un dîner en fin de semaine dernière au restaurant La Chaumière. L'apéritif et le repas ont été constitués avec les spécialités de la région du nord-est de la France. Un dîner en présence du souverain. La chambre patronale du bâtiment vient d'organiser son cocktail de fin d'année au Sporting d'hiver autour de son président Patrice Pastor et de ses membres. Cette chambre patronale est un syndicat indépendant qui regroupe 279 entreprises, des entreprises qui emploient plus de 5400 salariés. Une idée cadeau pour tous ceux qui ont connu le collège franciscain, FANB, ou tout simplement pour les amoureux d'histoire. Un coffret DVD collector vient de sortir. Ce double DVD regroupe des photos de classe de 1850 à 2012 et des documents d'archives rares. Ce coffret, en édition limitée, est disponible dans les locaux du lycée FANB, avenue de la Nonciade, au prix de 10 €. Et enfin, pour clore ce volet de Brève, le village du Téléthon ce vendredi, début d'après-midi jusqu'à samedi soir, avec de nombreuses animations, que ce soit le plus grand chichi du monde, des tours de Ferrari, de Harley-Davidson, d'hélicoptères et encore la liste est exhaustive. Comme je vous l'ai dit, le Téléthon vendredi et samedi pour la bonne cause.
Et puisque l'on parle du Téléthon, quel temps va-t-il faire? Voici la météo. A commencer par vendredi, du beau temps avec le prolongement de la période sèche et agréable, avec un beau soleil malgré quelques passages nuageux. Il fera de 10 à 15 degrés. Samedi, toujours un temps agréable avec des nuages discrets. Les températures sont supérieures au normal, comptez 11 à 16 degrés. Dimanche, pas de changement, le soleil reste doux comme les températures, de 12 à 16 degrés. Et enfin lundi, le temps reste sec malgré l'apparition de quelques nuages passagers. Les températures sont en baisse, il fera de 11 à 14 degrés. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine consacré à la coopération internationale, ou plutôt aux volontaires internationaux. Nous les avions suivis il y a 5 ans. Que sont-ils devenus? Eh bien la réponse est dans ce magazine. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.